Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Julie Mathiussy, enseignante-chercheuse en droit privé à l'Université de Haute-Alsace. J'ai invité des collègues membres du comité d'éthique des hôpitaux de Saint-Maurice et soignantes à venir éclairer nos débats dans le cadre de ce colloque sur risques et Covid-19. Elles ont gentiment accepté de répondre à quelques questions pour éclairer nos échanges. Je les remercie. Mesdames, pouvez-vous m'en dire un petit peu plus sur ce que vous faites afin qu'on comprenne bien? Bonjour Julie, je te remercie beaucoup de ton invitation qui nous permet peut-être à la fois d'éclairer vos débats, mais surtout de témoigner un petit peu de cette pandémie actuelle et la crise et les remaniements que ça a pu créer dans l'hôpital. Donc moi je me présente, je suis la présidente du comité d'éthique, je suis le docteur Rousseau Nathalie, je suis pédopsychiatre dans un service de pédopsychiatrie à l'hôpital Saint-Maurice. Voilà. Je passe la parole à Florence par exemple. Florence Houpin, je suis ergothérapeute, je travaille en psychiatrie dans un hôpital de jour qui accueille des adultes et je suis secrétaire générale du comité d'éthique et responsable de la consultation d'éthique clinique au sein du territoire. Bonjour, je m'appelle Agnès Vaux, je suis infirmière en pédopsychiatrie et je travaille avec un public d'enfants autistes jeunes au sein d'un hôpital de jour sur un des intersecteurs de l'hôpital Saint-Maurice. Et je suis membre du comité d'éthique. Peut-être Merci je beaucoup. peux, Oui, oui, je te laisse vas-y. juste présenter un tout petit peu l'hôpital Saint-Maurice pour qu'on puisse se Ouais. représenter de quel service il s'agit et comment le comité d'éthique a été amené à intervenir dans ce moment de pandémie. Donc l'hôpital Saint-Maurice, c'est en fait la fusion de deux hôpitaux, dont un qui s'appelait auparavant donc l'hôpital Saint-Maurice et l'autre qui s'appelait l'hôpital Esquirol. L'hôpital Esquirol, c'est un hôpital psychiatrique qui comprenait et qui comprend toujours 4 services de psychiatrie adulte de Paris-Est et Val-de-Marne et 3 services de psychiatrie infanto-juvénile. Et sur la partie appelée Saint-Maurice, il y a donc des services médicaux, en particulier donc une maternité, un service dit dialyse, enfin réadaptation, service de l'insuffisance rénale chronique, ainsi que 2 services de SSR, c'est-à-dire de soins de suite et de réadaptation pour adultes et pour enfants. Et ça lui donne quand même une coloration particulière qui est à la fois d'accueillir en aigu, en chronique, plus en long terme, sur tous les âges de la vie et sur des pathologies très, très variées. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais c'est parfait cette présentation parce que ça va me permettre de faire une bonne transition avec la première question que je voulais vous poser, qui porte sur les aménagements spécifiques qui ont été mis en place au sein justement de votre établissement. Quels ont été les aménagements spécifiques que vous avez dû mettre en œuvre dans le cadre de la crise et quel a été votre rôle? Je vais peut-être laisser la parole à Agnès qui a été au cœur de la prise en charge des enfants dans les hôpitaux de jour pour enfants autistes et puis peut-être compléter sur les CMP qui sont des structures extra-hospitalières de consultation. D'accord. Alors, au sein d'un hôpital de jour, cette crise sanitaire et le confinement qui l'a accompagné, ça a provoqué un bouleversement très, très important. En fait, les enfants sont restés à domicile. Non seulement ils ne fréquentaient plus les écoles auxquelles ils venaient régulièrement, mais le lieu de soins qu'ils fréquentaient absolument tous les jours. Donc, situation plutôt difficile pour les enfants, pour l'ensemble de leur famille, les parents, les fratries. On a essayé, nous, de nous adapter à la situation en proposant notamment de maintenir à tout prix le lien par des échanges téléphoniques réguliers en fonction des besoins, des demandes des familles. On a fait des appels qui pouvaient la plupart du temps être hebdomadaires, mais qui dans certaines situations étaient journaliers.
On a fait des entretiens soignants téléphoniques, il y a eu des consultations médicales hebdomadaires, voire plus si nécessaire, téléphoniques également. On a renforcé notre travail de lien avec les CMP, les centres médico-psychologiques, de manière à proposer aux parents une grande diversité des contacts et des échanges possibles. Dans des situations particulièrement difficiles, on a mis en place des visites à domicile ou à proximité du domicile de l'enfant, en tout cas pour lui permettre un petit peu de sortir de son environnement familial qui parfois était compliqué pour l'enfant dans cette grande période de confinement. On a même dû aller jusqu'à trouver en urgence un lieu de répit pour un des enfants qui allait particulièrement mal et accompagner cet enfant sur le lieu de soins qu'il a hébergé en urgence. Enfin, je crois qu'on a essayé de proposer beaucoup de nouveaux moyens de communication avec les parents. Notamment, on a mis en place des visios. Enfin, on les a proposés aux parents et aux enfants qui le souhaitaient. Et on a fait beaucoup d'envois de liens ressources sur Internet, à la fois en termes de communication adaptée que de lieux ressources pour soutenir les parents. Voilà un petit peu ce qui s'est passé à l'hôpital de Chaud. D'accord, merci beaucoup. Donc, je comprends qu'il y a eu de nombreux aménagements qui ont été mis en place pour maintenir le lien et le soin à l'égard des patients qui étaient pris en charge dans la structure dès avant la crise Covid. Y a-t-il eu au sein de l'établissement des aménagements spécifiques pour l'accueil des patients infectés par le virus? Oui, tout à fait. Il y a eu la création d'une unité Covid qui a été créée en urgence. C'est une unité qui a été prévue pour 12 lits dédiés à des patients qui nécessitaient des soins, une surveillance sur le plan somatique et éventuellement sur le plan psychiatrique, le cas échéant, mais qui ne relevaient pas de soins intensifs, puisque dans ces cas-là, les patients pouvaient être adressés directement dans des services d'urgence. Cette unité accueille donc des patients de l'établissement, mais également elle a accueilli des patients provenant d'autres établissements qui n'étaient pas en capacité de pouvoir confiner suffisamment des patients qui étaient en difficulté sur ce plan-là. Et elle a eu à accueillir également des patients en fin de vie du fait de l'évolution terminale d'une pathologie initiale, type un cancer, et qu'il a fallu accompagner donc dans des soins spécifiques, des soins palliatifs, ce qui n'était pas non plus envisagé au départ. Donc c'est une unité qui a dû se constituer avec des personnels volontaires, qui se sont mobilisés de tous les horizons avec des formations initiales très différentes, très variées et qui ont dû se constituer en équipe à partir de rien et dans un temps record. Ça a été une gageure tout à fait réussie. Où cette unité a été opérationnelle en un temps record dans des locaux reconvertis et avec une équipe de professionnels n'ayant pas d'expérience commune, ni bien sûr l'expérience du coronavirus. Merci beaucoup. Tu voulais ajouter quelque chose, Nathalie? Je voulais aussi dire quelques mots parce que c'est en lien avec la question du risque aussi, je crois, des aménagements qui ont dû se faire dans les unités intra-hospitalières générales et notamment en psychiatrie, des patients qui étaient hospitalisés. Il a fallu fermer beaucoup de lits parce que certaines chambres étaient des chambres doubles, donc il a fallu confiner chaque patient de façon individuelle. Et du coup, il y a eu des sorties qui ont été prononcées très rapidement pour diminuer le nombre de patients en intra et donc des patients qui sont sortis bien avant ce que leur symptomatologie aurait normalement justifié. Voilà, donc avec des grosses prises de risque sur des retours à domicile qui ont été motivés par des besoins de confinement plus que par des besoins, des justifications cliniques. Peut-être je peux ajouter un petit mot sur la saison. Merci beaucoup. Donc, la direction nous a sollicité en tant que comité d'éthique pour apporter une aide à la réflexion dans les équipes et éventuellement au cas par cas pour des situations cliniques. Elle a
proposé, la direction nous a proposé donc d'apporter cet éclairage éthique dans un moment où nécessairement l'éthique peut être mise à mal dans la mesure où elle nécessite un temps de pensée qui est très très complexe à conserver et à sauvegarder, je dirais même, dans cette période de pandémie. On a décidé de relever le gant. On s'est donc concerté très très rapidement et on a proposé de mettre en place un peu dans le cadre de ce que la CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, avait recommandé. On a mis en place une cellule d'accompagnement éthique dans l'hôpital, ce qui nous a permis de nous mettre, qui est constitué de quelques personnes du comité d'éthique, et ce qui nous a permis de nous mettre en lien très rapidement avec les services, mais qui a été aussi pour nous une gageure dans la mesure où c'est un exercice dont nous n'avons aucune habitude et qui était donc une grande première pour nous. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que Julie, tu as fortement participé à l'aide qu'on a pu avoir pour réfléchir justement à la manière d'aménager les soins tout en évitant de discriminer les patients et d'arriver à des situations qui ne seraient plus éthiques. Merci beaucoup. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter sur, voilà, sur ces quelques questions générales, j'aimerais vous poser des questions un peu plus précises qui ont émergé dans le débat public ces dernières semaines. Est-ce que ça vous va? Oui, ouais. Tout à fait. Bon, du coup, c'est en lien avec des choses que vous avez déjà abordées, mais comment est-ce que vous avez perçu globalement le confinement des proches des patients hors les murs de l'hôpital et du coup l'impossibilité pour ces proches de venir à l'hôpital? Je dirais que dans un premier temps, sur les services intra-hospitaliers, la totalité des visites a été strictement interdite. Ça a été très douloureux dans un premier temps pour les patients. Et Nathalie, tu as eu, toi, des informations très précises concernant les familles. Alors, sur le plan des familles dont on s'est occupé, ce qu'on a vu, c'est qu'évidemment, se sont renforcées les inégalités, c'est-à-dire que les familles qui disposaient, qui ont des enfants en très grande difficulté, alors selon la tranche d'âge, ça peut être aussi des problématiques d'agressivité, bien entendu, ou de violence, ces familles étaient plus à même de faire face lorsqu'ils étaient évidemment dans des situations de logement, disons, confortables, si on peut dire, hein, sachant qu'en ville, c'est quand même un petit peu plus difficile, mais certaines de nos familles sont parties, certaines sont restées. Donc, pour d'autres, ça a été évidemment très, très compliqué, en particulier pour les familles qui sont déjà dans des logements inadéquats, voire insalubres. Ça a été extrêmement lourd. Par ailleurs, moi j'ai eu, donc on a proposé de faire des liens également avec les associations de familles de patients qui nous ont expliqué avoir, pour certaines, eu l'impression d'être un peu abandonnées dans la mesure où l'hôpital s'est mobilisé ultra rapidement, ça a été très très vite auprès des patients, mais pour préserver quand même un mode, disons, de fonctionnement habituel, à préserver aussi le lien privilégié avec les patients, mais du coup, ce sont les familles qui se sont retrouvées parfois sans information. Hein, donc, les associations de familles que nous avons contactées nous ont fait remonter qu'elles avaient elles-mêmes trouvé des solutions par WhatsApp pour se mettre en contact et trouver des solutions elles-mêmes. Mais par contre, le lien avec l'hôpital, c'est évidemment un peu distendu. Merci beaucoup. Et enfin, je voudrais vous poser une dernière question. On est le 14 mai 2020, le déconfinement a commencé depuis quelques jours et je voudrais vous demander comment est-ce que vous le voyez à l'hôpital, quel risque pour vos patients, est-ce que vous avez un mot à en dire? On a identifié peut-être deux niveaux de difficulté et je peux en évoquer déjà un premier
et Agnès tu en a un deuxième. Le premier niveau de difficulté avec lequel on a été confronté, c'est comment réaliser un déconfinement en sécurité pour des patients hospitalisés, tout en préservant la sécurité des patients les plus vulnérables qui risquaient d'être contaminés par les allées et venues de patients plus autonomes et plus en capacité effectivement de retourner faire des courses, sortir de l'établissement et revenir. Donc ça, concilier respect ou retour de cette liberté d'aller et venir et sécurité des patients les plus vulnérables. Donc les patients les plus à risque, eux, restaient confinés, mais étaient possiblement en lien du fait de la collectivité avec des patients qui pourraient rapporter du virus dans l'établissement. Et moi, je peux parler d'un autre aspect du déconfinement qui nous interroge pas mal dans la prise en charge des enfants, c'est la question, mais pas seulement des enfants, c'est la question de l'accès aux soins. On reprend notre travail avec des modalités très, très particulières, avec des moyens, des ressources qui sont limitées pour essayer de prévenir une nouvelle vague. Donc, on ne refait pas un hôpital de jour comme il était précédemment. Ça nous oblige à repenser les choses et peut-être à ne pas pouvoir recevoir tous les enfants dans les mêmes conditions qu'auparavant. Donc, ça pose la question de doit-on prioriser les soins pour certains enfants? Comment les accueillir en préservant l'essence même du travail qui est un travail de groupe quand on met ça en balance avec un risque pour les autres enfants. Donc, c'est une gestion un petit peu difficile sur laquelle on réfléchit beaucoup en ce moment, mais dont on craint un peu qu'elle puisse être préjudiciable si jamais elle s'inscrit un peu dans le temps. Voilà. D'accord. Peut-être ce que je peux dire qui est remonté un petit peu de l'hôpital, c'est quand même la difficulté d'avoir à prioriser les patients qui ont été atteints de Covid et qui ont besoin de rééducation étant donné leur état d'épuisement, et les patients qui, eux, attendent, qui ne sont pas atteints, mais qui attendent et qui ont besoin, évidemment, de soins au plus vite. Donc, la grande question qui s'est posée pour le confinement, c'est comment accueillir les patients Covid, plus compte tenu des besoins des autres patients pour ne pas les contaminer. Et pour le déconfinement, je dirais c'est l'inverse, c'est-à-dire comment réaccueillir nos patients qui ne sont pas atteints, compte tenu des besoins encore très, très importants des patients qui ont été atteints. D'accord, merci beaucoup. Agnès, tu voulais ajouter quelque chose? Non, Nathalie a été très claire. Le temps passe et donc on va se diriger vers la fin de ces questions. Votre témoignage et votre retour d'expérience est vraiment très précieux pour nous. Donc, est-ce que vous avez des compléments à apporter, des choses que vous aviez envie de dire que vous n'avez pas eu l'occasion de dire en répondant à ces questions, des points dont vous aviez envie de parler, ou est-ce que ça va? De mon côté, ce que je peux dire quand même, un tout petit mot sur le fait que on a, je dirais, on n'a jamais eu autant d'espace pour intervenir qu'en ce moment, dans la mesure où on a senti les équipes très en demande et que dans ces moments très, très complexes, les questions… Tu veux dire en tant que comité d'éthique? Comité d'éthique. Et dans ces questions extrêmement complexes, il a été extrêmement précieux pour nous d'avoir ton avis et ton regard de juriste, parce que les glissements sont évidemment une pente naturelle et on va dire un peu dangereuse de tout confiner et de parfois tout isoler, d'isoler les patients, etc. Et je pense que notre lien et le fait que tu as pu nous éclairer sur les positions qui avaient été prises dans votre spécialité a été quelque chose de très précieux pour nous. Bon, eh bien, j'espère que cette série de questions reflètera bien, mais justement, comment, en pluridisciplinarité, on a réussi à réfléchir un peu à toutes ces questions-là et de chacun faire de notre mieux pour gérer cette situation de crise dans l'urgence d'où on était. Je vous remercie infiniment. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.